14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans cette affaire, il y a des zones d'ombre qui restent 30 ans plus tard encore des énigmes. Bonjour, rendre volontairement malade son enfant pour qu'il suscite la compassion, avoir la satisfaction de le voir soigné et hospitalisé, empoisonner son enfant au risque de mettre sa vie en danger. Cette pathologie, dans l'encyclopédie médicale, porte un nom, le syndrome de Munchausen par procuration, notion qui existe également sur le plan pénal. En 1990, les policiers et un juge d'instruction ont été confrontés à la première affaire du genre en France, l'affaire Liliane Cascaz, soupçonnée d'avoir régulièrement injecté de l'insuline à sa fille de 9 ans, au point de la plonger dans un état critique. C'est cette histoire aux portes de la névrose et du fantasme que je vais vous raconter aujourd'hui. Une enquête policière et médicale, mais aussi à l'époque une course contre la montre pour savoir qui se cache vraiment derrière les malaises à répétition de la petite fille. Est-ce réellement la mère ou aurait-elle été désignée à tort? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de l'affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Liliane Cascaz, une mère de famille et aide-soignante qui n'a jamais fait parler d'elle. À la fin de l'été 1990, elle va toutefois attirer l'attention des autorités judiciaires pour une forme inédite d'empoisonnement. Le 28 juillet 1990, une petite fille de 9 ans est transférée à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. La jeune patiente souffre depuis plusieurs semaines de troubles graves et inexpliqués. Du 22 juin au 8 juillet, elle a été hospitalisée à l'hôpital de Wissembourg, en Alsace, la petite ville où s'est installée depuis 2 ans sa mère, Liliane, ainsi que son beau-père, Haïtam Cascaz, un médecin d'origine syrienne. Un couple qui est apparu désemparé face à la situation. La petite fille est victime d'hyperthermie et de vomissements. Elle a été ensuite admise à l'hôpital Haute-Pierre à Strasbourg, où les médecins ont diagnostiqué une hypoglycémie totalement anarchique, pouvant survenir tout aussi bien à jeun qu'après les repas. Un excès d'insuline est détecté. L'enfant pourrait souffrir d'une tumeur au pancréas. L'hypoglycémie se poursuit à l'arrivée, à Necker, le 8 août. La petite fille subit donc une ablation partielle du pancréas. L'organe est sain. Les chirurgiens ne notent aucune tumeur ni anomalie. La patiente ne présente d'ailleurs plus aucun trouble. Elle est guérie. Il est prévu qu'elle quitte l'établissement le 14 août, mais sa mère, Liliane, insiste pour que le séjour soit prolongé de quelques jours. 11 août, 3 jours après l'opération, alors que Liliane et Haïtam Cascaz sont à son chevet, nouvelle crise d'hypoglycémie de la fillette. Dans la nuit du 16 au 17 août, une série de malaises. Le 19 août, l'enfant connaît une grave crise. Son taux d'hyperinsuline est 100 fois supérieur à la normale. Le 25 août, dans l'après-midi, le taux constaté a failli être mortel. Le professeur Jean-Marie Saudubré, chef du département pédiatrie à l'hôpital Necker, commence à se poser des questions. Il s'interroge sur ce cas clinique qui échappe à tout raisonnement médical. Il a des doutes sur les parents. Ils étaient partisans d'une opération en urgence. Il a été surpris par cet empressement. Il note qu'à l'hôpital, la jeune malade n'est jamais seule. Sa mère ne la quitte pas. Et il note également qu'à chaque fois que les visites de Liliane Cascaz et de son mari cessent, l'enfant ne fait mystérieusement plus de crise. Le professeur Saudubré est le premier à mener l'enquête. Il donne pour consigne au personnel de surveiller particulièrement la petite patiente, placée dans une chambre vitrée contiguë au poste de soins. Le 28 août, aux alentours de 15h, une infirmière aperçoit Liliane Cascaz sortir des papiers de son sac et les confier à sa jeune sœur, âgée de 16 ans, présente ce jour-là, pour les jeter dans une poubelle. L'infirmière se rend alors dans la chambre et contrôle discrètement le contenu de cette corbeille. Elle y aperçoit un emballage de seringues et d'aiguilles. Le professeur Saudubré convoque les parents, séparément puis ensemble, pour leur faire part de ses doutes et interrogations. Il ne montre aucune réaction particulière. Le médecin se souviendra d'une conversation qu'il qualifie lui-même de psychédélique. J'étais face à des gens qui ne niaient rien et qui n'avouaient rien. Le 3 septembre 1990, Jean-Marie Saudubré prévient le parquet de Paris qu'une petite fille hospitalisée à Necker est victime d'empoisonnement à répétition.
Une petite fille qui va être isolée de sa mère et de son beau-père et dès lors retrouver une santé normale. La justice va explorer les méandres du couple Cascaz, essayer de savoir qui aurait empoisonné la petite fille et surtout pourquoi. Après le 28 août et une dernière crise grave due à un apport massif d'insuline, la petite fille est éloignée de sa mère et de son beau-père et placée dans une maison d'enfants. Le professeur Saudubré a averti avant cela Liliane Cascaz. « J'ai la preuve, madame, que les crises de votre fille viennent de quelqu'un qui lui injecte de l'insuline. Cela ne peut pas venir d'un membre de mon personnel. Désormais, toute visite est interdite à votre fille. » L'enfant va être ensuite confié à son père biologique et elle ne va plus montrer de problème de santé particulier et va pouvoir reprendre le cours normal de sa vie. Le juge parisien Frédéric Nguyen est chargé du dossier. Il fait examiner tous les prélèvements effectués sur la petite malade avant et pendant son hospitalisation à Necker. Les analyses révèlent la présence de glibenclamide, une substance qui n'existe pas naturellement dans le sang et qui apporte de l'insuline. En revanche, elle est présente dans plusieurs médicaments, dont le Daonil. Les perquisitions lancées dans la maison du couple Cascaz à Wissembourg permettent de trouver 2 plaquettes de Daonil entamées. Il apparaît qu'entre le 9 juillet et le 14 août 1990, Liliane a acheté pas moins de 420 comprimés de médicaments contenant du glibenclamide. Elle a utilisé pour cela des ordonnances détournées par son époux dans divers établissements hospitaliers où il a travaillé. 3 jours avant la première hypoglycémie grave, une boîte de 20 comprimés a été achetée à la pharmacie La Paix à Wissembourg avec une fausse ordonnance délivrée par un certain Dr Finji. L'ancien mari de Liliane et père de la fillette raconte que son ex-femme amassait les médicaments. C'était une pharmacie ambulante, dit-il aux enquêteurs. Le couple Cascaz livre des explications confuses, contrastées, opaques sur les achats de médicaments. Liliane indique utiliser ces comprimés pour soigner des éruptions cutanées. Haitham indique envoyer du Daonil et de l'insuline à son père qui se trouve en Syrie. En fin de garde à vue, Liliane admet que sa fille a absorbé accidentellement 6 comprimés. Autant d'explications qui ne parviennent pas à convaincre les enquêteurs. Le 12 octobre 90, le juge Nguyen met en examen Liliane Cascaz pour empoisonnement. Elle va passer 3 semaines en détention préventive. Puis 1 an de mars 91 à mars 92 pour avoir violé son contrôle judiciaire lui interdisant de voir sa fille. Haitham ne sera poursuivi que bien plus tard pour complicité d'empoisonnement, soupçonné d'avoir procuré des ordonnances. Le couple nie avoir voulu faire du mal à l'enfant, fait qui ajoute au trouble. L'enquête indique que la petite fille a en fait présenté de nombreuses maladies difficilement explicables dès sa plus jeune enfance. Les psychiatres qui examinent la mère ont du mal à la cerner. Elle paraît souffrir d'une névrose découverte une quinzaine d'années auparavant par un pédiatre, le syndrome de Munchausen par procuration, une forme particulière de sévice sur un enfant. Créer une maladie pour attirer l'attention permanente des médecins, susciter leur compassion, dans le cas de Liliane, établir un lien de dépendance avec sa fille, la rendre malade pour la sauver. Des énigmes. Dans tous les cas de figure, le couple Cascaz va être renvoyé aux assises. Liliane est alors présentée comme l'empoisonneuse. Haitham est lui simplement poursuivi pour abus de confiance pour le détournement d'ordonnances. Mais Liliane ne va jamais se présenter à son procès. Le 4 novembre 1995, Liliane Cascaz s'entretient avec son avocat Pierre-Olivier Sûr. « Je suis innocente et mon mari aussi », répète-t-elle. L'avocat a une autre stratégie pour le procès qui s'annonce. Il espère transférer la responsabilité des empoisonnements sur Haitham Cascaz. Celui-ci a retrouvé un traité sur le diabète infantile et les effets de l'insuline, rédigé à l'époque des crises de la petite fille. Le défenseur estime que cet élément est suffisamment troublant pour semer le doute dans la tête des jurés. Mais l'histoire judiciaire va s'écrire autrement. Quelques heures après cet entretien, Liliane décède brutalement à l'âge de 39 ans. Une mort naturelle, selon le premier médecin qui se rend sur place. L'avocat de Liliane ne croit pas à un tel scénario.
Dès lors, les autopsies et contre-autopsies vont se succéder. 3 ans plus tard, 2 mai 98, Haitham Kaskaz est mis en examen. Suspecté d'avoir empoisonné son épouse, il est incarcéré, mais les charges sont des plus faibles, insuffisantes aux yeux de la justice qui finit par prononcer un non-lieu et exonère le mari de toute responsabilité dans ce décès. L'avocat du médecin Jean-Alex Buchinger est lui persuadé que Liliane s'est suicidée. Les autopsies ont révélé que son sang contenait 2,5 fois la dose maximum de codéine. Elle seule a pu ingurgiter tous ces comprimés. Elle avait déjà fait des tentatives et envoyé une lettre à son avocat à lire après sa mort. L'une de ses tantes évoquera une jeune femme névrosée qui était parfois surnommée dans la famille la folle de Chaillot. Ses facéties, on ne disait rien, mais tout le monde savait, dit-elle. Lors de l'instruction, les experts avaient déjà noté la fragilité de Liliane, qui avait elle-même souffert de nombreuses maladies dans son enfance, une femme qui avait parfois perdu pied depuis le déclenchement de l'affaire. En 1992 et 1993, elle va faire l'objet de 5 condamnations pour violence. Elle a mis plusieurs fois le feu à un immeuble et conduite en état alcoolique. Son mari Haitham dira « Ma femme était autoritaire, mais je n'ai jamais rien vu de pathologique chez elle ». Haitham Kaskaz reste seul pour affronter les juges. De toute manière, il est poursuivi pour faux et usage de faux, soupçonné d'avoir obéi à une épouse directive qui lui aurait demandé de lui fournir des ordonnances. Ce 10 septembre 2002, Haitham Kaskaz, fine moustache, lunettes et costume vert, très léger accent, comparaît libre devant la cour d'assises de Paris. On pourrait se demander ce qu'il fait ici, tant l'attention est toute portée sur la grande absente, son épouse Liliane, décédée 7 ans plus tôt. Tout tourne autour de la disparue, soupçonnée d'avoir injecté de l'insuline à sa fille pour la rendre volontairement malade. Une mère souffrant donc d'une névrose, le syndrome de Munchausen par procuration. Haitham Kaskaz dit qu'il ne s'est pas posé de questions quant à l'utilisation dévoyée des ordonnances que pouvait lui demander son épouse. Il ne se posait pas de questions sur Liliane et ne lui demandait pas des comptes. Moi, quand je fais confiance, explique-t-il. Dans cette affaire, je ne me suis jamais considéré comme un accusé. Dans ma tête, je ne suis qu'un témoin. Le professeur Jean-Marie Saudubré, le médecin qui a découvert l'empoisonnement, dédouane le mari. C'était la mère qui faisait les injections, sinon toutes, du moins la plupart, témoigne-t-il. La fille de Liliane, qui subissait les empoisonnements, est brièvement appelée à témoigner. Elle est désormais âgée de 21 ans et raconte pour la première fois le calvaire qu'elle a subi dans sa petite enfance. Je me souviens que ma mère me donnait des médicaments et que je disais non quand on me demandait si c'était elle. Parfois, je mettais les cachets sous ma langue et j'allais les cacher derrière le radiateur, dit-elle. Elle ajoute « J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans la tête que ce que faisait ma mère, ce n'était pas bien. » La tante de Liliane aimerait que Kaskaz s'exprime. Il faut qu'il délivre cette petite et dise ce qui s'est passé. L'accusé jusque-là très calme réagit. J'en ai assez qu'on dise que je sais quelque chose. C'est révoltant. L'avocat général Philippe Bilger demande 5 ans avec sursis contre Haitham Kaskaz pour administration de substances nuisibles. Les jurés ne retiennent que le détournement d'ordonnances. L'accusé n'est pour rien dans l'empoisonnement. 2 ans avec sursis. Un verdict qui garde un goût d'inachevé, c'est le moins qu'on puisse dire. L'impossibilité pour la victime de savoir pourquoi on a ainsi joué avec son corps et sa santé alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Haitham Kaskaz, emporté dans une affaire qui l'avait dépassé et dans laquelle il n'avait jamais cessé de clamer son innocence, a repris après les faits son activité de médecin. La fille de Liliane est devenue mère de famille. Au début des années 90, alors que l'affaire venait d'éclater, un dossier similaire était traité par le même juge d'instruction parisien, Frédéric Nguyen. Le 28 juillet 94, la mère d'une fille de 11 ans était mise en examen et écrouée. L'enfant aurait fait l'objet de manipulations thérapeutiques et subi des injections dangereuses et cachées d'insuline, comme dans l'affaire Kaskaz. Les experts évoquent alors un syndrome de Munchausen par procuration. L'incrimination d'empoisonnement sera finalement abandonnée et les parents relaxés.
Les affaires de ce type vont dès lors régulièrement se retrouver devant les tribunaux, en France comme à l'étranger. En 2017, aux États-Unis, une jeune mère de famille du Texas a ainsi été condamnée à 6 ans de prison. Elle avait présenté son fils de 8 ans à 320 rendez-vous de consultation pédiatrique pour des maladies qu'elle avait inventées. L'enfant avait 13 ans lors des interventions chirurgicales. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.